Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition régionale. D'abord, l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick a déposé un rapport accablant et lance un cri du cœur pour que les aînés de la province aient le droit de vieillir avec dignité. Comme un peu partout, le Nouveau-Brunswick compte une population vieillissante. Les personnes de 65 ans et plus représentent près de 23 % des habitants. L'association a été en mesure de constater au cours de la dernière année qu'un nombre grandissant d'entre eux subissent les conséquences de l'isolement et du manque de soins. L'association a formulé des recommandations. Une solution serait d'investir dans les soins à domicile. 50 % de ces investissements-là seraient faits dans des soins à domicile et en communauté. Et je pense qu'il n'y a pas un aîné ou une aînée qui demande d'aller dans une résidence. Ils veulent tous rester à la maison. Il y a présentement 71 foyers de soins de longue durée et 470 foyers de soins spéciaux dans la province. L'avenir des activités de dragage à Rivière-du-Loup, essentiel pour le maintien de la traverse, repose maintenant entre les mains du BAP. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a entendu les préoccupations des citoyens à ce sujet mardi soir lors de la première séance d'audience publique. Des séances comme celle-ci sont primordiales afin d'assurer une collaboration entre le BAP et les citoyens avant de prendre une décision sur ces travaux pour les 10 prochaines années. Une vingtaine de personnes ont assisté à la première partie de la séance d'audience publique. Lors des activités de dragage, le bien-être des belugas et de son environnement préoccupe grandement les loups-privois. Les citoyens qui désirent partager leur opinion doivent s'inscrire à la prochaine séance avant le 27 juin. Leur mémoire doit être prêt 3 jours avant la séance, soit le 14 juillet. Le BAP doit remettre, lui, son rapport au ministre de l'Environnement en octobre. Les festivals et les événements reviennent en force cet été avec la fin des mesures sanitaires. C'est le cas, entre autres, du Festi Jazz international de Rimouski qui sera présenté en septembre. Martin Ross. 40 spectacles, plus de 100 artistes, c'est ce qui vous attend du 1er au 4 septembre prochain pour la présentation du 36e Festi Jazz international de Rimouski. L'événement, de retour en formule 100% présentielle, sera présenté sans aucune restriction sanitaire. Ça fait la joie du conseil d'administration, de l'équipe, mais surtout du public, de pouvoir enfin retrouver notre festival de jazz comme on le connaissait dans le passé. On a notre chapiteau éclaté qui va vibrer tout au long de la fin de semaine, mais on a aussi des spectacles un peu plus intimes dans les salles, notamment la salle Bouchard-Morissette et aussi la salle Desjardins-Tellus. On a vraiment décidé de garder assurément la touche jazz très nichée de nos grands spectacles, de nos nuits jazz. Toutefois, pour le chapiteau, on a décidé d'être éclaté encore un peu plus. Donc, avec un Brandvan 3000 qui revient, qui est un petit peu dans le disco, même, qui est un petit peu dans le funk, dans le groove. Même chose avec Sue Foley, qu'elle, on est vraiment dans le blues. De Brooks, qui était là en 2019, un petit peu plus funky. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans le jazz traditionnel, mais ça va ouvrir le public. La formation ukrainienne Baklava Blues sera aussi de la fête. Ils sont basés à Toronto. Mais oui, c'est une formation ukrainienne qui se sont même rencontrés pendant une manifestation en Ukraine, qu'ils ont marié tout récemment. Bref, en tout cas, c'est une très, très belle histoire. Puis ils vont venir jouer la musique traditionnelle ukrainienne, mais tout en mélangeant avec l'électro et vraiment avec l'improvisation aussi. Comme par le passé, l'organisation garde une place pour les artistes régionaux au sein de sa programmation. Amplement, donc, on a le duo Imposteur avec Gabriel Dionne. On a Normand Baudouin et Hollenbeck aussi qui sont ici, Isabelle Charlot. On a des bons musiciens avec le programme Jazz Pop, donc il faut qu'on les fasse voir. Et le Festival est une belle scène pour ça. Là. Mentionnons en terminant que l'équipe du Festi Jazz bonifiera l'aménagement du site extérieur principal de la place du 6 mai, où des foyers seront installés pour les festivaliers. Martin Ross, CFTF. Québec accorde 4,3 millions de dollars pour réaliser des travaux majeurs à l'école primaire Notre-Dame située à Mont-Carmel. L'argent servira à agrandir l'établissement scolaire et à construire un nouveau gymnase de 216 mètres carrés. Avec l'augmentation du nombre d'élèves, la direction se réjouit d'avoir des locaux plus adaptés pour répondre à la demande. Ces infrastructures sportives permettront de promouvoir davantage l'activité physique chez les élèves. Et l'équipe des résidences des bâtisseurs a dévoilé les détails de son projet à la Pocatière. Le bâtiment de 18 millions de dollars apparaît tranquillement à côté de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. L'établissement va offrir une panoplie de services et de soins. La résidence comptant 170 logements devrait ouvrir ses portes l'été prochain, mais les retraités qui souhaitent réserver leur place pourront le faire à compter du 18 juillet. La ville de la Pocatière salue le projet et croit que des années des municipalités avoisinantes pourront aussi en bénéficier.
Le Comité citoyen pour le développement Gaspé et Solidarité Gaspésie ont déposé un rapport sur le chemin de fer gaspésien intitulé « Le train gaspésien, un dossier orphelin ». Les groupes ne sont pas tendres envers le gouvernement. Selon eux, les autorités provinciales ne cessent de se défiler dans le dossier de la réhabilitation du rail pour la portion entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé. Les retards de presque 2 ans sur l'objectif qui se sont accumulés ne rassurent en rien les organismes. Seulement que la cimenterie de Port-Daniel, à cause du retard de 2 ans, c'est 5000 camions de plus qu'on va devoir endurer sur nos routes pendant 2 ans. 5000 camions, c'est tout près de 2 millions de dollars de plus que ça va coûter. Le Comité citoyen croit que le retour du train jusqu'à Gaspé est menacé. De plus, les conclusions du rapport relancent le débat sur la place des régions par rapport aux grands centres urbains. Élection provinciale, le portrait se précise de plus en plus dans la circonscription de Rimouski autour des péquistes de s'avancer dans la course. Le candidat du Parti québécois dans Rimouski, Samuel Ouellette, a nommé Pierre-Paul Danjou agent officiel de sa campagne électorale en vue du scrutin du 3 octobre prochain au Québec. Ce dernier a été l'un des premiers à inciter Samuel Ouellette à se lancer dans l'arène politique. Je lui avais demandé s'il était intéressé à se présenter aux prochaines élections. Et un peu plus tard, il m'a répondu oui. On prend les choses au sérieux. Puis Pierre-Paul Danjou, c'est quelqu'un de sérieux. Puis c'est quelqu'un aussi qui a une rigueur extraordinaire. Puis on va mener une campagne rigoureuse, sérieuse et pleine de propositions. Celui qui a été attaché politique du député Harold Lebel durant 4 ans compte bien se servir de cette expérience pour tenter de convaincre les électeurs de sa circonscription. Ça permet de comprendre les enjeux, ça permet aussi de comprendre la finesse des différents courants qui sont dans la circonscription, de pouvoir bien traiter les dossiers puis de bien accompagner les citoyens. C'est d'être présent, à l'écoute, puis de représenter ces citoyens avec cœur, hargne et détermination à Québec. Et je pense que Samuel, avec son expérience acquise, est le candidat le plus prêt à fonctionner avec les dossiers qu'il devra aller présenter aux différents ministères au Québec. Par souci de transparence, Samuel Ouellette a vendu le journal Le Soir qu'il avait acquis en mai 2021. C'est vraiment une question de respect pour les électeurs et de transparence pour éviter tout imbroglio. Différents enjeux seront abordés durant la prochaine campagne électorale, dont certains plus urgents. Ce qui est le plus criant, considérant la sortie de crise, c'est vraiment l'inflation, le logement et les places en garderie qu'on devra adresser très rapidement. Martin Ross, CFTF. La rentrée scolaire de septembre prochain pourra se faire en présentiel dans les 5 campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Avec la baisse des cas de COVID-19, le risque de transmission qui est plus faible et les hospitalisations qui se stabilisent, le CCNB estime que la situation est favorable. On est confiant, par contre, qu'on a les mesures en place pour agir rapidement aux besoins, mais on voulait s'assurer qu'on planifie la rencontre pour que ça soit en présentiel. Après 2 ans de cours en virtuel et en hybride, les étudiants comme le personnel enseignant se réjouissent d'une telle annonce. Le Collège communautaire continue cependant d'évaluer la situation. Il pourrait revenir sur sa décision si nécessaire. Les bonnes pratiques développées au cours des 2 dernières années seront maintenues pour offrir une plus grande flexibilité aux étudiants dans leurs apprentissages. Voilà, ça met fin à ce rendez-vous d'information régionale. C'est toujours un plaisir de vous accompagner. Bonne fin de soirée à l'antenne de nouveau. À demain.